Salut mon ami, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vraiment te raconter l'histoire d'un gars qui est passé de fermier à plus grand trader de tous les temps. Et l'histoire, c'est l'histoire de Jesse Livermore. Et j'espère que tu es bien installé. Moi, perso, j'ai mon petit thé. Euh, Ça va être une histoire très intéressante. Alors, mon ami, l'histoire de Jesse, elle commence en 1877. On est aux États-Unis et Jesse vient d'une famille de fermiers dans le Massachusetts, qui est un état plutôt dans le nord-est des États-Unis. Et notre ami Jesse, bah, tu vois, il comprend assez vite que la vie de fermier, tout ça, c'est pas son truc. Il n'a pas envie de devenir comme son daron. Il a vraiment de l'ambition et il rêve un peu déjà, c'est de faire de l'argent, de devenir quelqu'un. Et il se rend compte que le monde de la finance, tout ça, c'est un truc qui l'intéresse pas mal, pour lequel il a vraiment d'intérêt. Et notre ami, bah, en fait, il va décider à 14 ans de se trouver un job comme board boy chez un courtier. Tu vois, un board boy, c'est un mec qui est en charge de poster des cotations de bourse pour les gens qui veulent investir. Pour les gens qui veulent acheter ou vendre, bah, ils ont besoin de savoir le prix de l'action. Donc, lui, son travail, c'est ça, c'est vraiment dès qu'il y a un nouveau prix qui sort pour l'action, c'est de publier pour les investisseurs. Et très vite, à l'âge de 15 ans, il va commencer à lui-même trader un petit peu. Et en fait, il va pas passer par les courtiers traditionnels, mais plutôt par les bucket shops. Donc en fait, c'est vraiment un concept très spécifique de ces années-là, où c'est comme un peu un bureau de paris, où tu vas plutôt parier sur la hausse ou la baisse d'une action, mais c'est pas comme les bureaux de courtage traditionnels où tu vas plutôt investir directement dans l'action. À ce moment-là, il commence un petit peu, puis avec l'argent qu'il a mis de côté, il investit un premier 5 dollars avec lequel il va finalement réaliser un premier bénéfice de 3 dollars 12. Il continue un petit peu à faire ça, puis au fur et à mesure, il va prendre des notes dans son cahier, il va surveiller un petit peu les cours, il va essayer de trouver s'il y a des schémas qui se répètent dans les prix des actions, etc. Et puis finalement, à 16 ans, il trade à temps plein. Donc il a quitté son travail, tous les jours il achète, il vend des actions, selon tu vois les notes qu'il a prises, il commence à faire un petit peu ses règles de trading et ça marche quand même plutôt assez bien pour lui, parce que un jour il revient chez sa mère, il étale 1000 dollars, tu vois, sur la table de la cuisine, et sa mère, elle l'accuse en fait de parier, quoi. Et lui il dit non. À ce moment-là il dit non, je ne parie pas, je spécule. Pour lui c'est très différent, il sait ce qu'il fait, et pour lui il pense vraiment qu'il peut vivre de ça à ce moment-là. Donc au final, il a l'impression que sa famille, ce qui est plutôt une famille de fermiers, je te rappelle, ils le comprennent pas trop. Et lui, il va décider assez rapidement, tu vois, de plutôt devenir indépendant. Donc les années qui suivent, il va continuer à spéculer, il va apprendre de ses erreurs, il peaufine sa technique. Et vers l'âge de 18-20 ans, il a accumulé à peu près 10 000 dollars de profit. Au fur et à mesure, mais en fait, il va finir par faire tous les bucket shops de Boston, mais il commence à se faire bannir, parce qu'en fait, les bucket shops, c'est un peu comme les casinos. C'est-à-dire que pour que ce soit rentable, il faut que ce soit la maison qui gagne. Mais lui, Jesse, il gagne assez régulièrement, en fait. Donc, c'est pas du tout profitable pour les bucket shops. Donc, il fait tous les bucket shops de Boston, et finalement, tous les bucket shops de la région, et il se fait bannir absolument de partout. Donc, à ce moment-là, il n'a pas le choix de bouger. À ce moment-là, il va aller à New York, puis on est en 1900. Il a 23 ans, il s'installe à New York, puis assez rapidement, il va transformer 10 000 dollars en 50 000 dollars.
grâce à un bull market qu'il y a à ce moment-là. Donc, pour t'expliquer un petit peu rapidement, c'est un bull market, c'est un, un environnement où tu as les marchés qui sont plutôt haussiers, tu as beaucoup de liquidités, donc c'est plutôt effervescent et tu sais, c'est assez facile de faire de l'argent. Donc, c'est plutôt favorable aux investisseurs. Et la même année, donc, il va se marier avec sa première femme, Nelly. Donc, il a un petit peu le. Enfin, il trouve l'amour, puis tu sais, il va commencer un petit peu à avoir de la stabilité. Mais finalement, durant les mêmes années, il va aussi se parier sur un crash. Parce que, à cause du bull market, il va penser que c'est pas durable, cet environnement-là financier. Puis. Sauf que le marché commence à continuer. Donc, il va parier sur un crash, il se loupe. À ce moment-là, il va même demander à sa femme si il peut mettre tous les bijoux qu'il lui avait déjà commencé à offrir dans un pawn shop. Donc, tu sais, un pawn shop, c'est un prêteur sur gage où tu sais, tu vas mettre des objets à toi puis te prête de l'argent en échange. Donc, elle refuse. Et là, ça commence un petit peu à endommager sa relation parce que comme tu as capté, ben, lui, il priorise plutôt le trading, la spéculation, par rapport à ses relations sentimentales. Donc, à ce moment-là, ben, il a plus d'argent, il s'est un peu loupé, donc il s'est un peu ruiné, si on peut dire ça comme ça. Puis, au final, il va emprunter $2000 à son ami Ed Hutton, qui est un grand financier de New York à l'époque, puis il va s'en aller à Saint-Louis, dans le Missouri, un petit peu pour recommencer à zéro. Il va faire un premier gros gain en 1901. Il va transformer la somme de $10 000 en $100 000 en investissant sur la compagnie Northern Pacific Railway, notamment dû à un short squeeze. Donc, pour t'expliquer rapidement ce que c'est un short squeeze, c'est quand tu as beaucoup d'investisseurs qui vont parier sur la baisse d'une action et qui vont vendre à découvert, donc qui vont vendre en quantité assez importante sur le marché les actions pour pouvoir les acheter plus tard mais à un prix plus bas. Et sauf qu'à ce moment-là, ben, tu as aussi des personnes qui se battent pour acquérir cette société-là et qui prennent des positions massives d'achat. Donc, un short squeeze, il est vraiment créé par le fait que tu as beaucoup de personnes qui vont shorter l'action, tu as des personnes derrière qui vont essayer d'acheter, mais en fait, les personnes qui shortent l'action, elles ont aussi besoin, à un moment donné, de racheter l'action pour fermer leur position, tu vois. Et au final, le prix de l'action, il commence à monter, puis ça fait un effet boule de neige parce que tu as de l'intérêt des acheteurs, mais tu as aussi les personnes qui doivent acheter l'action pour fermer leur position. Puis Jesse, il voit ça arriver, donc il prend une position, il se positionne là-dessus, et c'est comme ça qu'il fait un x10, tu vois. Donc à ce moment-là, il gagne la somme de $100 000, puis quelques années plus tard, encore une fois, ben, il enchaîne un petit peu les bons coups comme ça. Il gagne $250 000 en shortant la compagnie Union Pacific Railroad un jour avant un tremblement de terre en 1906. Donc à ce moment-là aussi, il se rend compte que le marché il baisse. Encore une fois, il short le marché au complet en 1907. Et je sais pas si tu le sais, mais c'est ce qu'on appelle l'année de la grande panique. Il y a eu un crash boursier assez important durant cette année-là et durant les mois qui ont suivi. Puis le 24 octobre 1907, il gagne la somme de $3 millions. Donc Jesse, assez rapidement, il devient multimillionnaire. Au final, il enchaîne les bons coups. Puis tu sais, il mène enfin la grande vie dont il a tant rêvé. Donc il a des yachts, des trains, des maîtresses, des appartements de luxe, il rejoint des clubs privés. Il s'est vraiment un peu sorti de sa condition initiale, quoi. Donc au final, il accède enfin à ce rêve-là. Et il continue à investir, bien sûr. Il ne s'arrête pas en 1908. Par contre, il se fait piéger par son ami Price, qui lui dit d'acheter en fait du coton comme recommandation d'investissement. Mais ce qui s'est passé, c'est que son ami, en fait, pendant ce temps-là, il vendait du coton sur le marché en secret.
Et à ce moment-là, Jesse perd 1 million de dollars. Et suivant la panique de 1907, il y a ce qu'on appelle un bear market. Donc, c'est quand il y a peu de confiance par les investisseurs sur le marché. On a des marchés qui sont plutôt baissiers. Et Jesse continue les paris un petit peu foireux, en fait. Donc, il va faire une première faillite en 1915. Suite à une succession en fait de mauvais investissements, un marché qui n'est pas du tout favorable pour lui. Et tu vois, il va essayer à ce moment-là aussi de manipuler le marché du coton. À ce moment-là, il achète tout, mais il finit par se faire choper en fait par le ministère américain de l'agriculture. Donc il se fait convoquer et il en finit par... Enfin, il se fait appeler par le président, en fait, pour s'expliquer un petit peu pourquoi il a fait ça, comment il a fait tout ça. Et quand on lui pose justement la question, c'était quoi son moteur, quoi, sa motivation, il a tout simplement répondu « To see if I could, Mr. President ». Donc, ce qui veut dire à ce moment-là, juste pour voir si je pouvais le faire, Monsieur le Président. Et ça nous montre bien qu'au final, ça allait au-delà de juste faire de l'argent. Il était vraiment obsédé par découvrir sa capacité à manipuler le marché, voir à quel point il pouvait le contrôler et influencer en fait les investisseurs. Donc je vais juste prendre une petite gorgée de thé, mon ami, ça ne te dérange pas? Et je vais continuer mon histoire. Donc, en fait, dans les mêmes années, là, suite à ça, il va aussi divorcer de sa première femme. Il va rencontrer très peu de temps après sa deuxième femme qui s'appelle Dorothy, qui est une danseuse de Broadway. Et il va avoir 2 enfants à ce moment-là avec elle. Et je t'avoue que c'est quand même un climat familial un peu toxique, pas très stable, parce qu'en fait, tu vois, Jesse, lui, couchait en fait avec pas mal de danseuses de la troupe. Et elle, sa femme à côté, elle buvait beaucoup. Donc, c'était vraiment pas optimal pour les enfants, etc. Et même c'est un couple très riche, quand même assez connu dans le milieu, à la maison, ils avaient leurs problèmes. Puis, tu vas voir que ça va commencer un petit peu à fragiliser le couple, tout ça. Puis, Jesse, les années qui suivent, là, il va encore une fois plutôt multiplier les succès. En 1924-1925, il va manipuler le marché du blé et du maïs. Il va finir par liquider toutes ses positions au top du marché après que ça ait bien monté. Il participe aussi au short squeeze de Piggly Wiggly, qui est une chaîne de magasins américaine. Et à ce moment-là, il empoche la somme de 10 millions de dollars grâce à tous ces trades. Et comme tu as pu le deviner maintenant, à chaque fois que Jesse il a des succès, il a toujours des problèmes qui finissent par le rattraper. À ce moment-là, on est en 1927, il se fait cambrioler chez lui alors qu'il est avec sa femme à bout portant par 2 hommes qui viennent dérober des bijoux, qui viennent chercher de l'argent. Mais Jesse, en fait, ça l'affecte pas plus que ça parce qu'au final, il continue quand même durant ces années-là à trader, à spéculer, même s'il a largement assez pour vivre. Il est addict, en fait. Donc, au final, il continue à spéculer sur ce marché, puis il commence à devenir un petit peu bearish. Donc, tu sais, les années 20, si t'as fait un peu des cours d'histoire, tout ça, là, c'est un peu ce qu'on appelle les années folles, quoi. Donc, c'était un peu post-guerre, puis tu avais quand même une forte croissance économique, tu avais des marchés qui étaient plutôt effervescents aussi, et finalement, il y a un peu une euphorie. Et Jesse ne croit pas à ça, il pense que va y avoir une correction, un crash, il ne pense pas que c'est durable. Donc ce qu'il fait, c'est qu'encore une fois, dès 1927, il commence à shorter le marché. Il est bearish, puis il utilise en fait plus d'une centaine de courtiers différents pour acquérir ses positions qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars. Et là, les amis, on est début 1929. Le marché, il a continué à augmenter. Jesse, il est perdant sur ses positions.
Et sur papier, il accumule des pertes qui s'élèvent à 6 millions de dollars. Donc, au final, il est plutôt en perte, mais il est quand même convaincu de sa perspective et de sa stratégie d'investissement. Et puis, vous allez voir, les amis, qu'il va juste devoir attendre quelques mois avant que sa prophétie se réalise. Parce que 1929, si ça te rappelle quelque chose, bah, il y a eu une des plus grandes crises économiques de l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Les amis, on est le 24 octobre, les marchés ouvrent et c'est ce qu'on appelle le jeudi noir. Les marchés s'écroulent. Les positions de Jesse, elles commencent à payer. Jesse commence enfin à gagner de l'argent, mais c'est que le début. Vous allez voir parce que quelques jours plus tard, on est le 29 octobre, on est le Black Tuesday et les amis, les cours à ce moment-là chutent encore plus. Donc à ce moment-là, bah, les positions que Jesse a accumulées durant les 2 années auparavant, elles commencent vraiment à payer. Jesse gagne la somme de 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars, on est en 1929, c'est à peu près 1,5 milliard de dollars aujourd'hui. C'est absolument énorme. C'est comme si Jesse en fait était devenu milliardaire grâce à ses trades. Donc à ce moment-là, ben, il a vraiment un train de vie qui est luxueux. Il a un manoir dans le Long Island, des yachts, encore une fois des trains privés, mais le reste de l'Amérique est en PLS parce qu'à ce moment-là, ben, c'est la crise économique, il y a un taux de chômage élevé, puis il se fait menacer, il se fait accuser d'avoir provoqué cette crise-là, il finit même par embaucher un garde du corps. Et finalement, on arrive dans les années 30, puis les problèmes, ben, ils commencent à s'accumuler pour Jesse. Même s'il il n'a jamais été aussi riche, il commence à devenir assez malheureux parce que, premièrement, il y a sa femme qui se sépare de lui pour aller avec son petit copain, puis elle demande le divorce, donc ils divorcent les deux en 1932. Aussitôt, quasi le lendemain du divorce, elle finit par se marier avec son petit copain. Et elle reçoit un règlement de 10 millions de dollars suite au divorce. Et elle prend la garde des enfants. Donc Jesse, ben, non seulement il perd sa famille, il perd aussi beaucoup d'argent. Et il n'a plus la stabilité qu'il avait jusque-là. Il enchaîne les problèmes. Il a ensuite son fils de 16 ans qui se fait tirer dessus par sa propre mère. Donc je vous avais expliqué que ben, sa mère, Dorothy, qui buvait, qui était alcoolique, elle était instable, donc il y a eu une altercation à un moment donné un soir, puis elle a pris un flingue, quoi, puis elle a tiré sur son fils. Il a survécu, c'était non fatal, mais c'était quand même choquant pour l'entourage. Puis il va aussi, Jesse, bah, cependant, il va quand même marier sa troisième femme, donc qui s'appelle Harriet, et il essaie de continuer à investir, mais ça devient plus compliqué. Parce qu'il y a eu la création dans ces années-là de la SEC, qui est un petit peu l'autorité des marchés financiers américaines, qui viennent installer de nouvelles règles qui affectent le trading pour les investisseurs. Et Jesse, ben, en fait, il est plus capable de trader, puis d'appliquer librement les stratégies qu'il avait élaborées jusque-là. Puis il va vraiment accumuler des problèmes financiers qui vont venir dilapider sa fortune parce que il prend des mauvaises décisions d'investissement, il a une instabilité émotionnelle, donc il n'obéit plus aux règles qu'il s'était fixées. Faut pas oublier qu'il avait un lifestyle qui lui coûtait énormément, qui lui coûtait très très cher. Donc vous savez, il avait des maisons, il avait des appartements, ses clubs privés, des trains, etc., du personnel qui demande beaucoup d'argent à entretenir, puis il gagnait plus tant d'argent à côté. Donc, au final, il va encore faire une faillite à un moment donné dans ces années-là. Il va lister des actifs de 84 000 dollars, donc c'est ce qu'il possède, des dettes d'un montant de 2,5 millions de dollars. Au final, Jesse va finir ses derniers jours un petit peu dans l'ombre. Ce sera un petit peu une légende, tu vois, mais il n'aura plus la même popularité qu'il avait.
et il va ouvrir tout simplement un cabinet de services financiers sur l'analyse technique. Donc c'est un peu la stratégie qu'il avait élaborée au fil des années. Et au final, ben, il est assez tragique le destin de Jesse, parce qu'il va mourir le soir du 28 novembre 1940. Il va se suicider. Il va se tirer dessus dans un hôtel de Manhattan où il avait l'habitude d'aller boire des cocktails. Et en fait, il va laisser une note de suicide adressée à sa femme, où vraiment il va expliquer qu'il a accumulé trop de problèmes durant les années précédentes, qu'il ne savait absolument plus gérer, qui était complètement dépassé et qui voulait plus de tout ça. Ça devenait trop dur. Il a tout simplement décidé de mettre fin à ses jours. Donc, l'histoire de Jesse, les amis, elle se termine comme ça. La conclusion qu'on peut faire, c'est que Jesse, au final, ça a été le père de l'analyse technique et du trading de tendance. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont tiré des enseignements, en fait, de sa stratégie. Puis, finalement, il a vraiment un petit peu instauré une nouvelle façon d'investir, une nouvelle perspective. Mais son parcours, les gens aussi le retiennent pas mal pour démontrer l'impact psychologique de ce type de stratégie d'investissement. Et notamment, bah, quand tu obéis plus à tes propres règles, etc., ça, tu peux devenir comme Jesse. Et écoutez, moi, cette histoire, je l'ai beaucoup aimée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de son parcours. J'ai trouvé ça fascinant. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, on va se retrouver tous les dimanches pour une nouvelle vidéo où on parle d'histoire d'argent. Et moi, je vous dis à la prochaine.